Bonjour, nous allons commencer la deuxième partie de ce cours. C'est la description des fonctionnalités de l'ADC dans un STM32F4. Tout d'abord, la fréquence de conversion de l'ADC est de 1 MHz. Et nous avons réellement au niveau de la famille STM32F4 trois ADC indépendants. Dans chacun, la résolution est un paramètre de configuration, c'est-à-dire qu'on peut la changer. Elle peut prendre 4 valeurs possibles, soit une résolution sur 6 bits, soit sur 8 bits, soit sur 10 ou soit sur 12. Bien sûr, le choix de la résolution va dépendre de l'application. Si on a besoin d'une information précise, une conversion de l'analogique vers le numérique avec un pas de quantification ou une résolution très faible, on peut prendre une résolution sur 10 ou sur 12 bits. Maintenant, si on n'en a pas besoin vraiment d'informations précises, on peut prendre une résolution faible de 6 ou 8 bits. La plage de conversion de l'ADC, la plage maximale, est de 0 à 3,6 volts, de 3,6 volts maximum au niveau de l'STM32F4. Réellement, on peut fixer, on a deux broches, une appelée VRF- et une deuxième appelée VRF+ au niveau de l'STM32F4, qui peuvent être reliées à n'importe quelle tension, bien sûr, dans l'intervalle 0,3,6 volts. Enfin, la plage de conversion doit être de 3,6 volts, sachant bien sûr qu'on peut avoir une tension VRF- qui est négative. Par contre, comme nous utilisons en classe la 4 STM32F4 Discovery, les deux broches VRF- et VRF+ sont reliées respectivement à la masse et à 3,6 volts. Donc, on ne peut pas les changer dans le cas où on utilise la carte Discovery ou même la carte Nucleo dans nos applications. Donc, le quatrième point, c'est l'alimentation de fonctionnement de l'ADC. La tension minimale est de 2,4 volts du microcontrôleur. Donc, au-dessous de cette tension, le périphérique ADC ne peut pas fonctionner. Et sa tension nominale de fonctionnement peut atteindre jusqu'à 3,6 volts. Donc, au niveau de chaque ADC, on a 18 canaux multiplexés, c'est-à-dire 18 entrées à chaque ADC. 16 voies externes, c'est-à-dire qu'elles peuvent être reliées à des broches externes du microcontrôleur, et 2 voies internes qui sont reliées à l'ADC, à savoir un capteur de température interne et une tension de référence de 1,2 volts. On a aussi 2 groupes de conversion. Un groupe appelé les groupes de conversion régulière et un groupe appelé groupe de conversion injectée. Alors, les conversions régulières, ce sont les 16 voies ou entrées externes possibles d'un ADC. Maintenant, si dans une application et au niveau d'un seul ADC, on a besoin de plus que 16 voies, on peut remapper d'autres broches, à part les 16 voies qui sont déjà reliées à cet ADC, on peut utiliser d'autres broches avec une opération de remapping pour relier 4 voies en plus. Alors, ces voies qu'on va remapper sont appelées des entrées injectées. Et elles créent ensemble ce qu'on appelle un groupe de conversion injectée qui a d'autres registres de configuration de données à part des registres de configuration des groupes de voies régulières. On a aussi 2 modes de conversion qu'on va détailler tout de suite. Une conversion single, c'est-à-dire que je vais effectuer une seule conversion, ou une conversion continue, c'est-à-dire que je vais avoir plusieurs voies
qui sont reliés à l'ADC et que je vais convertir d'une façon continue sans arrêt. On a aussi ce qu'on appelle le séquenceur. Je vais détailler tout de suite tout ça. Alors le séquenceur, il permet de définir l'ordre de conversion des différentes voies qui sont reliées à un ADC. On va voir aussi le mode discontinu. Alors le mode discontinu, on va définir au niveau de l'ensemble des voies qui sont configurées au niveau du séquenceur, un sous-ensemble. Ce sous-ensemble au plus il est égal à A8. Et à chaque fois que je vais lancer la conversion, je vais uniquement lancer la conversion de ce sous-ensemble. Alors, une autre fonctionnalité au niveau de l'ADC, c'est l'alignement de la sortie de l'ADC. Donc, j'ai terminé la conversion. Le résultat de la conversion est stocké dans un registre de données en sortie de l'ADC. Le résultat peut être soit normalement aligné à droite, soit il peut être aligné aussi à gauche. Donc, le fait, bien sûr, d'aligner la sortie d'un ADC à gauche revient réellement à le multiplier par une puissance de 2. Tout dépend de la résolution de l'ADC. Sachant que le registre de sortie de l'ADC, le résultat de la conversion, est stocké sur 16 bits. Le registre, réellement, il a une taille de 32 bits, mais la partie poids fort est une zone réservée. Donc, on a un résultat réellement à la sortie de l'ADC sur 16 bits. On a aussi ce qu'on appelle un watchdog analogique, qui contient deux seuils, un seuil haut et un seuil bas. Nous pouvons générer des interruptions au niveau de l'ADC à la fin de chaque conversion, à la fin de la conversion des voies injectées, et lorsque les seuils du watchdog, soit le seuil haut ou le seuil bas, est atteint. Ça aussi, ça permet de générer une interruption au niveau de l'ADC. Alors, dans le cas où j'ai plusieurs canaux qui sont reliés à un seul ADC, et c'est uniquement l'ADC 1 au niveau de l'STM32F4, donc on a une conversion en continu, en mode continu. On peut relier la sortie de l'ADC au contrôleur DMA qui permet, au lieu d'avoir un seul registre qui contient le résultat de la conversion, il va récupérer la sortie de cet ADC pour l'enregistrer dans une zone mémoire gérée par le DMA, et comme ça, au lieu d'avoir une seule sortie, un seul résultat de conversion, on aura tout un vecteur contenant l'ensemble des conversions des différentes voies qui sont reliées à un même ADC. Alors, je vais détailler tout d'abord les différents modes de conversion. Alors, j'ai trois paramètres réellement. Un paramètre appelé scan. Lorsque le scan est activé, ça veut dire que j'ai réellement plusieurs canaux qui sont reliés à un même ADC. Donc, lorsque le scan est désactivé, ça veut dire que je vais relier l'ADC à un seul canal. Alors, si j'ai un seul canal, ou aussi on appelle ça voie reliée à un ADC, j'ai deux configurations possibles. Soit je peux utiliser le mode continu, donc le mode continu est activé, soit le mode continu est désactivé. Dans le cas où le mode continu est désactivé, ça veut dire que j'ai un seul canal, je vais lancer l'ADC, effectuer la conversion et arrêter l'ADC. Donc, c'est une seule conversion qui va être effectuée. Le résultat de la conversion va être écrit dans le registre de données de l'ADC. Donc, on peut très facilement récupérer le résultat de cette conversion. Alors, le deuxième mode, c'est lorsque je vais activer le mode continu. Qu'est-ce qui va se passer?
En lançant l'ADC, je vais effectuer une première conversion. Dès que la conversion est terminée, au bout de la période d'échantillonnage définie dans la vidéo précédente, l'ADC va relancer une deuxième conversion. Il ne va jamais s'arrêter, donc c'est un mode de conversion continue. Donc réellement, si je veux récupérer le résultat de la conversion, soit je vais faire un polling sur un flag, le flag de fin de conversion, le EOC, qu'on va voir ultérieurement, soit on peut configurer l'ADC en mode interruption. Donc à chaque fois qu'une conversion est terminée, je vais récupérer le résultat au niveau du registre de données. Le deuxième scénario qu'on a, c'est lorsque le mode de scan est activé. Donc réellement, j'ai plusieurs canaux à l'entrée d'un ADC. Dans ce cas de figure, je vais activer soit le paramètre continu, soit le paramètre discontinu. Ces deux paramètres ne peuvent pas être activés en même temps. Dans le cas où le mode continu est activé, et que j'ai bien sûr plusieurs canaux, ce qui va se passer, c'est qu'on aura des conversions en continu des différentes voies. Et quand la conversion est terminée, je reboucle et une deuxième série de conversions va être effectuée. Donc là, en général, ce qu'on est obligé de faire, soit de configurer le DMA pour que le résultat des conversions peut être facilement récupérable dans la zone mémoire qui est reliée à cet ADC. Soit le deuxième scénario, c'est de faire un polling et de faire un polling pour tester que la fin de conversion a été effectuée pour chaque canal et d'enregistrer le résultat de cette conversion, soit dans une variable locale, dans un tableau, ce que vous voulez faire. Bien sûr, l'idée aussi peut être utilisée pour l'ADC utilisé en mode interruption. Alors, le mode discontinu, lorsqu'il est activé, je vais définir pour la configuration du mode discontinu un sous-groupe de l'ensemble des voies qui a été configuré au niveau d'un ADC. Ce sous-ensemble, au plus, peut avoir une taille égale à 8. Donc, dans mon exemple, j'ai pris un sous-ensemble de 2. Donc, comment ça va se passer? Tout d'abord, le lancement de la conversion ne peut avoir lieu que si un trigger externe est lancé. Un trigger externe, c'est-à-dire un frein. Je vais vous montrer tout à l'heure l'ensemble des sources qui sont utilisées pour lancer la conversion en mode discontinu. Lorsque je détecte le premier événement ou le premier trigger et que j'ai un sous-ensemble de conversion est égal à 2, les deux premières chaînes ou voies qui sont définies dans le séquenceur vont être converties. Et l'ADC s'arrête. Il faut attendre le déclenchement du deuxième trigger pour que le deuxième sous-ensemble, donc si j'ai toujours n bien sûr il est fixe dans le problème, hein. Alors dans le cas où n est égal à 2, je vais convertir les deux autres chaînes. Et ensuite on va s'arrêter. Imaginons que dans le séquenceur j'ai 6 chaînes configurées, je vais attendre le lancement du troisième trigger, ensuite je vais convertir deux autres chaînes. Donc c'est ce qu'on appelle le mode discontinu. Ensuite, on reboucle et on attend encore une fois le lancement du trigger qui permet la réception d'un trigger ou d'un frein sur une broche externe qui permet le lancement d'une autre conversion. Donc en tout, soit j'ai un seul canal et je peux convertir en mode continu, continu, et là je convertis la même chaîne indéfiniment, ou j'ai le mode continu qui est désactivé, donc j'aurai une seule entrée, une seule voie et une seule conversion. Là c'est une voie et des conversions en infini.
Soit j'ai plusieurs canaux, et là ça dépend. Soit je veux convertir en continu, donc j'ai plusieurs chaînes qui sont converties en continu, l'ADC ne s'arrête pas, il convertit en continu. Soit le mode discontinu, c'est lui qui est activé, et là je vais avoir une conversion qui est déclenchée par un trigger. Le sous-ensemble peut être un, bien sûr. Donc ça permet de contrôler les conversions avec un trigger externe pour chaque chaîne d'un même ADC, évidemment. Donc, c'est ce que je viens de dire, il est résumé dans ce slide. Alors, le paramètre qu'on va étudier maintenant, c'est ce qu'on appelle la période d'échantillonnage. La période d'échantillonnage pour un ADC, c'est un paramètre configurable qu'on peut changer. Alors, à l'entrée d'un ADC, je récupère un signal d'horloge qui peut passer à travers un prescaler de 2, de 4, de 6 et de 8. Donc, la fréquence maximale que je peux récupérer ici, à l'entrée d'un ADC, elle s'appelle ADC clock, elle peut atteindre au plus 30 MHz. Alors, suivant cette fréquence, je peux configurer la période d'échantillonnage est égale à 1,5 cycle, en fonction, bien sûr, de la fréquence appliquée à l'entrée de l'ADC. Ou 7,5 cycles, ou 13,5 cycles, ça c'est l'ensemble des valeurs possibles des fréquences d'échantillonnage. Donc là, le choix, il va dépendre de quoi? Alors, je l'ai expliqué dans le premier cours. Alors, ce qu'on a là, c'est que ça, c'est le temps de conversion. Et ça, c'est ce qu'on appelle la période d'échantillonnage. Donc, la période d'échantillonnage est un multiple, au minimum, elle est égale à 1,5 le cycle d'instruction. D'accord? Et au plus, elle est égale à 239,5 cycles. Donc, le choix de la fréquence d'échantillonnage va dépendre de la vitesse de variation des signaux analogiques appliqués en entrée. Si le signal analogique varie très rapidement et qu'on a besoin de suivre la variation de ce signal analogique, on va prendre un cycle d'échantillonnage le plus petit possible. Si mon signal analogique, comme par exemple une valeur de température dans une salle, c'est une grandeur physique qui va varier très lentement dans une salle. Donc, on va prendre, bien sûr, une période d'échantillonnage la plus grande possible. Donc, on aura 3 bits de configuration. Selon la valeur qui est écrite dans ces 3 bits, je vais choisir l'un de ces 8 périodes d'échantillonnage possibles. Alors, je vais détailler maintenant le séquenceur. Il permet de définir l'ordre de conversion des entrées et la période d'échantillonnage de chaque entrée. Donc, imaginons que je veux utiliser l'entrée, le canal 1, 2, 4, 7, 3 et 11. Je peux définir n'importe quel ordre au niveau du séquenceur. Je ne suis pas obligée de convertir la voie 1, ensuite la deuxième, ensuite la troisième, ensuite la quatrième, ensuite la septième. C'est pas vrai. L'ordre de conversion au niveau de l'ADC n'a rien à voir avec le numéro de la voie. Je peux définir au niveau de séquenceur l'ordre qui m'intéresse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que n'importe quelle voie, je peux ce qu'on appelle la suréchantillonner. Qu'est-ce que ça veut dire la suréchantillonner? Vous voyez ici l'exemple de la voie 7, channel 7. Il a été converti 3 fois successivement. Ça vient d'où? Ça vient du fait que j'ai défini au niveau du séquenceur que je veux convertir le canal 1, ensuite le canal 2, ensuite le canal 8, ensuite le canal 4, et j'ai défini le canal 7 3 fois.
Ensuite, le canal 3 et le canal 11. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ADC va convertir dans l'ordre l'ensemble des canaux tels qu'ils ont été définis au niveau du séquenceur. Donc, si le canal 7 a été défini 3 fois, ça veut dire que je vais réaliser ce qu'on appelle un suréchantillonnage de l'entrée 7. Alors, pourquoi on fait ce qu'on appelle un suréchantillonnage? Parce que, par exemple, le canal 7 varie très rapidement. Ou elle, je veux avoir une information précise. Donc, je vais prendre 3 valeurs de conversion de l'entrée 7. Je vais calculer leur moyenne et ensuite, je vais décider du résultat. Donc, je veux avoir une information beaucoup plus précise pour l'entrée numéro 7. Alors, le deuxième rôle du séquenceur, c'est de définir la période d'échantillonnage pour chaque voie d'entrée de l'ADC. Donc là, par exemple, le canal 1, je lui ai défini une période d'échantillonnage est égale à 1,5, le canal 2, 13,5, le canal 8, 7,5, le canal 4, j'ai pris la même valeur. Par contre, le canal 7, qui est défini 3 fois au niveau du séquenceur, obligatoirement, les trois échantillonnages successifs vont être exécutés à la même période d'échantillonnage. Je ne peux pas changer. Hein. Donc, à chaque canal, je vais affecter une période d'échantillonnage. Les voies régulières de l'ADC sont configurables, sont reliées à des broches externes du microcontrôleur. Et pour chaque ADC, je peux relier au plus 16 voies. Donc, comme je viens de le dire, le temps d'échantillonnage il est configurable et la séquence aussi de conversion, c'est un paramètre configurable défini dans ce qu'on appelle le séquenceur. Alors, le lancement de la conversion se fait réellement par mise à 1 d'un bit appelé AD1, défini dans le registre ADC Configuration 2. Et lorsque je fixe des conversions en mode discontinu, j'ai plusieurs canaux configurés et que la conversion est discontinue, le mode discontinu est activé, j'ai besoin d'un trigger. Ce trigger peut être relié réellement à ces différentes sources. Soit le timer 1 CC1, soit le timer 1 CC2. Donc ça, c'est la liste de tous les triggers qui sont utilisables avec le mode discontinu. Alors, vous voyez que tout ça, c'est relié à un timer. Donc, c'est un signal interne. Donc, je peux, par exemple, configurer le timer 1 à ce qu'il déclenche une interruption, par exemple, toutes les minutes. Et c'est toutes les minutes que je vais lancer une seule conversion. Ou je peux relier le trigger à une broche externe. Donc, c'est l'XTI1 ligne 11. Je peux voir quels sont l'ensemble des broches qui sont reliées à l'XTI ligne 11. C'est le PA11, le PB11, le PC11. Toutes ces broches peuvent être utilisées pour commander le lancement de conversion de l'ADC en mode discontinu. Alors, l'étude des voies injectées ne fait pas partie du secours. Alors, le watchdog analogique, c'est quoi au niveau de l'ADC? Je peux définir deux seuils au niveau du watchdog, un seuil minimal et un seuil maximal. Et lorsque la tension appliquée en entrée de l'ADC elle est soit inférieure à la valeur minimale, soit supérieure à la valeur maximale, j'ai un bit, le AWD, qui se met à 1 et ça me permet aussi de générer une interruption. Donc, je peux soit faire du polling par rapport à ce bit, soit bien sûr le plus intéressant, de configurer le watchdog en mode interruption et de générer une interruption qui me permet de voir que une des entrées de l'ADC a dépassé soit le seuil minimal, soit le seuil maximal.
Alors, le schéma global en bloc de l'ADC au niveau d'un STM32F4 est le suivant. Ce que je représente ici, ce sont les broches externes du microcontrôleur. Donc, l'ensemble des entrées de l'ADC sont 16, l'ensemble des entrées externes sont 16. Et j'ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, un capteur de température interne et une tension de référence interne. À part ces voies, je peux ajouter 4 voies qu'on appelle des voies injectées. Les voies injectées de l'ADC sont gérées indépendamment des voies régulières de l'ADC. Alors, le résultat de la conversion de l'ADC va être écrit dans un registre appelé Regular Data Register. Donc, c'est un registre de données qui contient le résultat des voies régulières. J'aurai un autre registre pour les voies injectées. Au maximum, la résolution elle est égale à 12 bits. À la fin de la conversion, j'ai un bit qui se met à 1, c'est un flag, le end of conversion, qui peut être configuré pour déclencher une interruption. J'ai aussi un watchdog analogique qui contient 2 registres dans lesquels on peut écrire 2 valeurs, une valeur de seuil minimal et une valeur de seuil maximal. Le fait que le résultat de la conversion est inférieur à la valeur minimale ou supérieur à la valeur maximale, ça peut générer aussi une interruption. Il met un flag appelé AWD et on peut configurer le watchdog pour générer une interruption et traiter ce dépassement comme étant une alarme, par exemple. On peut relier l'ADC au contrôleur de mémoire DMA, au périphérique DMA, pour que le résultat de la conversion, lorsque j'ai plusieurs voies qui sont converties, peuvent être enregistrées dans le DMA. Donc, je peux récupérer les résultats des différentes voies dans des registres indépendants. Parce que réellement, un seul ADC écrit le résultat de la conversion dans un seul registre, que ce soit pour les voies injectées ou pour les voies régulières. Donc, si j'ai plusieurs canaux qui sont reliés à un même ADC, il faut arriver à réaliser que le résultat des conversions des différentes voies est écrit au niveau d'un seul registre. Alors, les interruptions au niveau de l'ADC, comme je viens de le dire, on peut générer une interruption à la fin d'une conversion. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que les interruptions de l'ADC1 et l'interruption de l'ADC2 sont mappées sur le même vecteur d'interruption, c'est-à-dire sont reliées à la même routine d'interruption. Donc, si dans une application vous voulez configurer une interruption sur l'ADC1 et une interruption sur l'ADC2 en même temps, il faut faire un test sur le flag de l'interruption, le end of conversion, est-ce qu'il est relatif à l'ADC1 ou à l'ADC2 pour pouvoir gérer derrière la routine d'interruption. Donc, il reste les API de l'ADC que je vais détailler dans la prochaine vidéo.